La lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, une lecture de Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, publiée en 1938. La formation de l'esprit scientifique, Gaston Bachelard. Chapitre 6. L'obstacle substantialiste. 1. L'obstacle substantialiste, comme tous les obstacles épistémologiques, est polymorphe. Il est fait de l'assemblage des intuitions les plus dispersées et même les plus opposées. Par une tendance quasi naturelle, l'esprit préscientifique bloque sur un objet toutes les connaissances où cet objet a un rôle, sans s'occuper de la hiérarchie des rôles empiriques. Il unit directement à la substance les qualités diverses, aussi bien une qualité superficielle qu'une qualité profonde, aussi bien une qualité manifeste qu'une qualité occulte. On pourrait cependant distinguer un substantialisme de l'occulte, un substantialisme de l'intime, un substantialisme de la qualité évidente. Mais encore une fois, de telles distinctions conduiraient à oublier le caractère vague et infiniment tolérant de la substantialisation. Elle conduirait à négliger ce mouvement épistémologique qui va alternativement de l'intérieur à l'extérieur des substances, en se prévalant de l'expérience extérieure évidente, mais en fuyant la critique dans les profondeurs de l'intimité. Pour ce qui est d'une explication par les qualités occultes, on répète que depuis Molière, on en connaissait le caractère à la fois pédant et décevant. Cependant, d'une manière plus ou moins dissimulée sous les artifices du langage, c'est là un type d'explication qui menace toujours la culture. Il semble qu'il suffirait d'un mot grec pour que la vertu dormitive de l'opium, qui fait dormir, cesse d'être un pléonasme. Le rapprochement de deux étymologies de génie différents produit un mouvement psychique qui peut passer pour l'acquisition d'une connaissance. Toute désignation d'un phénomène connu par un nom savant apporte une satisfaction à une pensée paresseuse. Certains diagnostics médicaux, certaines finesses psychologiques jouant avec des synonymes donneraient facilement des exemples de ces satisfactions verbales. Des finesses non coordonnées ou simplement solidaires de nuances de langage ne peuvent prétendre à déterminer une structure psychologique. A fortiori quand ces finesses visent l'expérience, quand elles touchent des détails empiriques, leur liaison à une substance ou à un substantif ne peut déterminer une pensée scientifique. 2. Ce qui est occulte est enfermé. En analysant la référence à l'occulte, il est possible de caractériser ce que nous appellerons le mythe de l'intérieur, puis le mythe plus profond de l'intime. Il serait naturellement facile de montrer que la psychologie littéraire repose sur ces mythes. Il suffit de parler avec gravité et lenteur d'un sentiment profond pour passer pour un psychologue profond de la vie intime. On peut se demander si la psychologie traditionnelle des sentiments serait possible si on lui interdisait l'emploi du seul mot profond, qu'elle accole partout, et qui ne correspond après tout qu'à une pauvre image. En fait, l'impression de profondeur reste une impression superficielle. Cela est si vrai qu'elle s'attache surtout à des sentiments naïfs, mal travaillés, livrés aux monotones impulsions de la nature. Pour nous, dont la tâche n'est pas d'étudier présentement la psychologie du moi, mais bien de suivre les errements de la pensée qui cherche l'objet, nous devons saisir la rêverie sur la pente de l'intimité attribuée aux objets. Le but est différent, mais les processus sont homologues. Le psychologue de l'intimité et le réaliste naïf obéissent à la même séduction. L'homologie est si nette qu'on pourrait croiser les caractères. Le réalisme est essentiellement une référence à une intimité, et la psychologie de l'intimité, une référence à une réalité. Pour fonder cette affirmation, nous n'avons besoin que de rappeler diverses intuitions valorisées. Toute enveloppe paraît moins précieuse, moins substantielle que la matière enveloppée. L'écorce, si indispensable fonctionnellement, est prisée comme une simple protection du bois. Ces enveloppes passent pour nécessaires, même dans la nature inanimée. Paracelse disait qu'en toute chose, le noyau ne peut être sans écaille. Et l'écaille sans écorce. L'idée substantialiste est souvent illustrée par une simple contenance. Il faut que quelque chose enferme, que la qualité profonde soit enfermée.
Ainsi, Nicolas de Locq, médecin spargirique de Sa Majesté, affirme en 1665 le besoin d'une froideur pour combattre la violence de la chaleur, ouvrez les guillemets. Cette froideur volatile se jette en la superficie pour empêcher la dissipation de la chaleur et lui servir de vase, fermez les guillemets. Ainsi, la qualité chaleur est bien gardée au sein de la substance par une enveloppe de froid, bien gardée par son contraire. Cette valorisation intuitive de l'intérieur conduit à des affirmations curieuses. Pour Zimmermann, ouvrez les guillemets, les cailloux sont toujours plus durs et plus transparents vers le milieu ou centre, fermez les guillemets, vers ce qu'il appelle le grain intérieur, qu'à l'enveloppe. En analysant de telles intuitions, on se rendra vite compte que pour l'esprit pré-scientifique, la substance a un intérieur. Mieux, la substance est un intérieur. Aussi, la mentalité alchimique a été souvent dominée par la tâche d'ouvrir les substances, sous une forme beaucoup moins métaphorique que celle du psychologue, cet alchimiste moderne, qui prétend nous ouvrir son cœur. Jean Le Pelletier dit que les mercures des métaux sont trop bien fermés, que les soufres sont, ouvrez les guillemets, renfermés trop étroitement pour être ouverts et développés par l'archet de notre estomac, fermez les guillemets. On est toujours à la recherche d'une clé pour ouvrir les substances. Un lecteur moderne a trop tendance à prendre le mot « clé » au figuré, comme le simple moyen de comprendre un grimoire secret. En fait, chez bien des auteurs, la clé est une matière qui ouvre une substance. Il n'est pas jusqu'à la signification psychanalytique de la clé qui n'apparaissent alors intuitivement agissantes. Ainsi, pour ouvrir une substance, un auteur propose de la frapper avec une verge de feu. L'idée de retourner les substances est aussi symptomatique. Joachim Pollmann se demande pourquoi il n'y a, ouvrez les guillemets, que la seule huile qui ait le pouvoir de dissoudre doucement et naturellement le soufre et de renverser son dedans en dehors. Pollmann affirme encore que, ouvrez les guillemets, le double corrosif a entièrement renversé le cuivre et a tourné son dedans au dehors et l'a rendu propre, non seulement à laisser aller son âme, mais encore, par la vertu de ce corrosif, l'âme douce du cuivre est devenue luisante, comme par un milieu ressuscitatif et vivifiant. Fermez les guillemets. Comment mieux dire que l'âme du cuivre, que la substance précieuse du cuivre est à son intérieur? Il faut donc trouver le moyen, ouvrez les guillemets, d'ôter peu à peu et comme insensiblement ce corrosif du cuivre, afin que le cuivre puisse demeurer dans son renversement et sa douceur, aussi bien que dans sa propriété lumineuse et luisante. Ainsi, la notation psychologique, on le retourne comme un gant, est fortement ancrée dans l'inconscient. Elle a donné lieu, on le voit, à une fausse conception de la substance. Il est à penser que ce n'est pas le gant qui a donné la leçon initiale. La clarté consciente de l'image cache, comme souvent, le principe de la conviction inconsciente. Des esprits plus proches de la pensée scientifique acceptent cette étrange image de retournement des substances, et en font même un thème directeur. Boerhaave, relatant, il est vrai, la pensée des alchimistes, médite sur les symboles de l'or, un cercle et de l'argent, un croissant formé de deux arcs de cercle, l'un concave, l'autre convexe. Il dit que le croissant dénote ce qui est un demi-or, ce qui deviendra de l'or parfait sans aucun mélange de matière hétérogène ou corrosive, si l'on peut le renverser en mettant dehors ce qui est dedans, fermez les guillemets. On voit du reste dans cet exemple que la pensée pré-scientifique est fortement engagée dans la pensée symbolique. Pour elle, le symbole est une synthèse active de la pensée et de l'expérience. Dans une lettre philosophique très célèbre, imprimée à la suite du Cosmopolite en 1723, on lit, ouvrez les guillemets, « Celui qui sait réduire les vertus centrales de l'or à sa circonférence acquiert les vertus de tout l'univers dans une seule médecine, fermez les guillemets. Comment mieux dire qu'une vertu matérielle est l'homologue d'une puissance psychologique intime ? Il peut naturellement y avoir contradiction entre l'extérieur et l'intérieur d'une substance. Ouvrez les guillemets, l'or paraît est extérieurement fixe, mais intérieurement il est volatile, fermez les guillemets. Expression très curieuse, chargée sans doute d'une songerie personnelle, car on ne voit guère à quelle qualité correspond cette volatilité intime. À la même date, en 1722, Crosset de la Homerie écrit, ouvrez les guillemets, le vif argent, quoique blanc à l'extérieur, est rouge au dedans.
La teinture rouge paraît lorsqu'on le précipite et le calcine au feu. Fermez les guillemets. Ici, un chimiste reconnaîtra l'oxydation du mercure. Et il en profitera pour indiquer une rationalisation de la pensée alchimique. Mais il reste vrai que cette rationalisation ne correspond aucunement à la pensée rêveuse de l'alchimiste qui prétendait voir la matière d'un point de vue intime. Si la substance a un intérieur, on doit chercher à la fouiller. Cette opération est appelée, ouvrez les guillemets, l'extraction ou l'excentricité de l'âme. Fermez les guillemets. Le cosmopolite dit au mercure longtemps flagellé et fouillé, ouvrez les guillemets, dis-moi quel tu es en ton centre, et je ne te tourmenterai plus. Fermez les guillemets. Dans cet intérieur, au centre du moindre atome des métaux, se trouvent les vertus cachées, leur couleur, leur teinture. On voit assez nettement que les qualités substantielles sont pensées comme des qualités intimes. De l'expérience, l'alchimiste reçoit plutôt des confidences que des enseignements. En effet, de ce centre, on ne peut avoir aucune espèce d'expérience directe, et un esprit positif se rend compte tout de suite que toutes les propriétés actives se superficialisent nécessairement. Mais le mythe de l'intérieur est un des processus fondamentaux de la pensée inconsciente les plus difficiles à exorciser. À notre avis, l'intériorisation est du règne des songes. On la retrouve particulièrement agissante dans les contes fabuleux. Alors l'esprit prend les plus grandes libertés avec la géométrie. Le grand entre dans le petit. Ainsi, dans un conte de Nodier, Trésor des Fèves, portant 3 litres de haricots sur son épaule, entre dans un seul pois chiche. Il est vrai que ce pois chiche est le carrosse de la petite fée Fleur des Pois. De même, dans un autre conte, quand Michel le Charpentier doit entrer dans la maison de la fée aux miettes, il s'écrie, ouvrez les guillemets, par le ciel, fée aux miettes. Vous êtes-vous jamais mis dans l'esprit que nous puissions entrer là-dedans ? Fermez les guillemets. Il vient en effet de dépeindre cette maison comme un joli jouet de carton verni. Mais en se baissant un peu, gentiment poussé par la main de la fée, le gros Michel finit par s'installer dans la petite demeure. Il s'y trouve soudain bien au large, bien au chaud. L'alchimiste ne rêve pas autrement à la puissance de son or dissous dans le mercure. L'enfant qui joue avec la petite maison de carton verni l'habite, aussi avec les joies solides du propriétaire. Conteurs, enfants, alchimistes vont au centre des choses. Ils prennent possession des choses, ils croient aux lumières de l'intuition qui nous installe au cœur du réel. En effaçant ce qu'il y a à la fois de puéril et de précis dans cette Einfühlung, en oubliant la fausse géométrie originelle du grand qui tient dans le petit, le philosophe réaliste croit pouvoir suivre la même voie et réaliser les mêmes conquêtes. Le réaliste accumule alors dans la substance, comme un homme prévoyant dans son grenier, les puissances, les vertus, les forces, sans se rendre compte que toute force est relation. En peuplant ainsi la substance, il entre lui aussi dans la maison des fées. 3. La substantialisation d'une qualité immédiate, saisie dans une intuition directe, n'entrave pas moins les progrès ultérieurs de la pensée scientifique que l'affirmation d'une qualité occulte ou intime. Car une telle substantialisation donne lieu à une explication aussi brève que péremptoire. Elle manque du détour théorique qui oblige l'esprit scientifique à critiquer la sensation. En effet, pour l'esprit scientifique, tout phénomène est un moment de la pensée théorique, un stade de la pensée discursive, un résultat préparé. Il est plutôt produit qu'induit. L'esprit scientifique ne peut se satisfaire en liant purement et simplement les éléments descriptifs d'un phénomène à une substance, sans aucun effort de hiérarchie, sans détermination précise et détaillée des relations aux autres objets. Pour bien faire voir le caractère tout à fait insuffisant de l'attribution directe, suivant la méthode du réalisme immédiat, nous allons en donner plusieurs exemples. Nous montrerons ainsi comment se constituent les fausses explications substantialistes. Que les corps légers s'attachent à un corps électrisé. C'est là une image immédiate, d'ailleurs bien incomplète, de certaines attractions. De cette image isolée, qui ne représente qu'un moment du phénomène total, et qui ne devrait être agréée dans une description correcte qu'en en fixant bien la place, l'esprit pré-scientifique va faire un moyen d'explication absolu et par conséquent immédiat. Autrement dit, le phénomène immédiat va être pris comme le signe d'une propriété substantielle.
Aussitôt, toute enquête préscientifique sera arrêtée. La réponse substantialiste étouffe toutes les questions. C'est ainsi qu'on attribue au fluide électrique la qualité, ouvrez les guillemets, glutineuse, onctueuse, tenace. La théorie de M. Boyle sur l'attraction électrique, dit Priestley, était que le corps électrique lançait une émanation glutineuse, qui se saisissait des petits corps sur sa route et les rapportait avec elle dans son retour au corps d'où elle partait, fermez les guillemets. Comme ces rayons qui vont chercher les objets, ces rayons parcourus en aller et retour sont de toute évidence des adjonctions parasites. On voit que l'image initiale revient à considérer le bâton d'ambre électrisé comme un doigt enduit de colle. Si l'on n'intériorisait pas cette métaphore, il n'y aurait que demi-mal. On pourrait toujours se sauver en disant qu'il ne s'agit là que d'un moyen de traduire, d'exprimer le phénomène. Mais en fait, on ne se borne pas à décrire par un mot, on explique par une pensée. On pense comme on voit, on pense ce qu'on voit. Une poussière colle à la paroi électrisée, donc l'électricité est une colle, une glu. On est alors engagé dans une mauvaise voie, où les faux problèmes vont susciter des expériences sans valeur, dont le résultat négatif manquera même de rôle avertisseur, tant est aveuglante l'image première, l'image naïve, tant est décisive son attribution à une substance. Devant un échec de la vérification, on aura toujours l'arrière-pensée qu'une qualité substantielle qui manque à apparaître reste masquée, reste occulte. L'esprit continuant à la pensée comme telle deviendra peu à peu imperméable au démenti de l'expérience. La manière dont s'exprime Priestley montre assez clairement qu'il ne met jamais en question la qualité glutineuse du fluide électrique, ouvrez les guillemets. Jacques Hartmann a prétendu prouver par expérience que l'attraction électrique était effectivement produite par l'émission de particules glutineuses. Il prit 2 substances électriques, à savoir 2 morceaux de colophane, dont il en réduisit un par distillation à la consistance d'un onguent noir, et le priva par là de son pouvoir attractif. Il dit que celui qui ne fut pas distillé retint sa substance onctueuse, au lieu que l'autre fut réduit par distillation à un vrai caput mortuum, et ne retint pas la moindre chose de la substance bitumineuse. En conséquence de cette hypothèse, il pense que l'ambre attire les corps légers plus puissamment que ne le font les autres substances parce qu'il fournit plus abondamment qu'elles des émanations onctueuses et tenaces. En fait, une telle expérience est mutilée. Il lui manque précisément la partie positive. Il lui fallut examiner le produit résultant de la réfrigération des parties empyreummatiques de la colophane et constater que la substance électrique glutineuse, onctueuse et tenace, s'y était concentrée. C'est ce qu'on n'a pas fait, et pour cause. On a détruit la qualité pour prouver qu'elle existait, en appliquant tout simplement une table d'absence. C'est que la conviction substantialiste est si forte qu'elle se satisfait à bon marché. Cela montre aussi bien clairement que la conviction substantialiste rend impropre à varier l'expérience. Trouverait-elle des différences dans les manifestations de la qualité intime, qu'elle les expliquerait tout de suite par une intensité variable. L'ambre est plus électrique que les autres substances parce qu'il est plus riche en matière glutineuse, parce que sa colle est plus concentrée. Voici un deuxième exemple particulièrement net, où l'on va bien saisir les ravages de l'attribution directe à la substance, des données immédiates de l'expérience sensible. Dans un livre relativement récent, Floréal en 11, Aldini, neveu de Galvani, rapporte une lettre de Vassalli. Ouvrez les guillemets. Rossi m'a assuré que le fluide galvanique prend différentes propriétés aux animaux vivants et des cadavres par lesquels il passe. Fermez les guillemets. Autrement dit, la substance de l'électricité s'imprègne des substances qu'elle traverse. D'une manière plus précise, continue Aldini, ouvrez les guillemets. J'ai obtenu les résultats suivants des décharges successives de la même pile à travers l'urine, 5 de force, goût très âcre, éclair blanc, à travers le lait, 4 de force, goût doux, acidulé, éclair rouge, à travers le vin, 1,5 de force, goût acidulé, à travers le vinaigre, 2 de force, goût piquant, éclair rouge, à travers la bière, 1,5 de force, goût piquant, éclair blanchâtre, à travers la solution de muriate de soude, 10 de force,
Dans cette expérience et les suivantes, on ne pouvait pas souffrir la sensation à la langue. Fermez les guillemets. On le croit aisément puisque le muriate de soude, bon conducteur, devait donner au courant d'une intensité beaucoup plus grande que les liquides précédents, moins bons conducteurs de l'électricité. Mais cette dernière remarque exacte étant laissée de côté, essayons de pénétrer par quel entraînement on arriva à trouver un goût au courant électrique. Cela ne pouvait être qu'en suivant les suggestions substantialistes. Le fluide électrique était considéré comme un véritable esprit matériel, une émanation, un gaz. Si cette matière subtile traverse un tube contenant de l'urine ou du lait ou du vinaigre, elle doit s'imprégner directement de la saveur de ces substances. En rapprochant 2 électrodes sur le bout de la langue, on goûtera ce courant électrique matériel modifié par son passage dans des matières diverses. Il sera donc âcre comme l'urine, ou doux comme le lait, ou piquant comme le vinaigre. Si l'on s'adresse au toucher, dans les mêmes conditions expérimentales, on sera moins affirmatif, car le toucher est plus émoussé que le goût. Comme le singe de la fable, on ne sait pour quelle cause on ne distingue pas très bien, mais on distingue tout de même. Ouvrez les guillemets. Dans toutes ces expériences, on avait une sensation très différente dans les doigts. La sensation que présenta le fluide en passant par l'acide sulfurique était aiguë. Celle qu'il donna en passant par le muriate d'ammoniac était d'un corps gras. Par le lait, il paraissait acquérir une douceur. Fermez les guillemets. Ainsi, comme le lait est doux au goût et onctueux au toucher, il porte cette douceur et cette onctuosité jusque dans le phénomène du courant électrique qui vient de le traverser. Ces fausses qualités, attribuées par une intuition naïve au courant électrique, nous paraissent illustrer complètement l'influence de cet obstacle substantialiste. Pour mieux voir le défaut de cette orientation sensualiste de la science, il suffirait de mettre en regard sur ce problème précis l'orientation abstraite et mathématique que nous croyons décisive et juste. Le concept abstrait, comme mis en usage quelques années plus tard pour désigner les différents conducteurs, est le concept de résistance. Ce concept débarrasse la science de toute référence à des qualités sensibles directes. Peut-être pourrait-on objecter ce qu'il y a encore de trop imagé dans le concept d'une résistance, mais en liaison avec les concepts d'intensité et de force électromotrice, le concept de résistance perd peu à peu sa valeur étymologique pour devenir métaphorique. Ce concept est désormais l'élément d'une loi complexe, loi au fond très abstraite, loi uniquement mathématique, qui forme une sorte de nœud de concept. Alors on voit que l'urine, le vinaigre, le lait puissent avoir des effets spécifiques, mais ces effets ne sont enregistrés que par l'intermédiaire d'une notion véritablement abstraite, c'est-à-dire sans signification immédiate dans la connaissance concrète, sans référence directe à la sensation première. La résistance électrique est une résistance épurée par une définition précise. Elle est incorporée dans une théorie mathématique qui en limite toute extension abusive. L'empirisme est alors en quelque manière déchargé. Il n'a plus à rendre compte à la fois de tous les caractères sensibles des substances mises en expérience. Il nous semble que nous venons de dessiner en une demi-page une opposition assez nette entre l'esprit préscientifique représenté par Aldini et l'esprit scientifique représenté par Ohm, à quelques années d'intervalle. Sur un exemple précis, nous venons ainsi de développer une des thèses principales de notre livre, qui est la suprématie de la connaissance abstraite et scientifique sur la connaissance première et intuitive. L'intuition substantialiste d'Aldini à l'égard du fluide galvanique n'est pas une exception. C'est la pensée normale du XVIIIe siècle. On la trouve moins développée, mais peut-être plus instructive dans sa brièveté dans bien des textes. Par exemple, le feu électrique est un feu substantiel. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'on croit tout naturellement qu'il participe à la substance, d'où on le tire. L'origine substantielle est toujours très difficile à exorciser. Le Monnier écrit dans l'encyclopédie « La lumière qui sort des corps frottés est plus ou moins vive, suivant la nature de ces corps. Celle du diamant, des pierres précieuses, du verre, etc. est plus blanche, plus vive, et a bien plus d'éclat que celle qui sort de l'ambre, du soufre, de la cire d'Espagne, des matières résineuses ou de la soie. » Fermez les guillemets.
Nous avons souligné le petit mot « etc.» parce qu'il mériterait à lui seul un long commentaire. Il est, à lui seul, la marque de tout un type de pensée. Si nous étions devant un empirisme correct, accumulant et enregistrant fidèlement les expériences vraiment faites, il faudrait bien achever l'énumération. Mais l'auteur est illuminé par une évidence première. Ces corps brillants et blancs, dès leur premier aspect, dans leur éclat de nature, ne projettent-ils pas, quand on les aura électrisés, un feu électrique plus brillant et plus blanc que celui qui est produit par les corps opaques et ternes ? Par conséquent, inutile de poursuivre l'expérience. Inutile même de bien regarder l'expérience, de recenser toutes les variables de l'expérience. Inutile d'achever l'énumération. Le lecteur, de lui-même, suppléera à l'etc. En effet, l'on croit tenir la racine substantielle du phénomène observé. On ne sent donc pas la nécessité de faire varier des circonstances qu'on estime plus ou moins accidentelles, plus ou moins superficielles. Une fois de plus, la réponse substantialiste attarie les questions scientifiques. L'origine substantielle décide de tout, surtout si elle s'enrichit d'une puissance vitale. Dans une lettre à Zanotti, Pivati prétend que les étincelles qu'il tire des plantes électrisées, ouvrez les guillemets, sont colorées diversement suivant la nature de la plante et qu'elle tire presque toujours sur la couleur de la fleur qu'elle doit produire. Fermez les guillemets. Un même principe de coloration est inscrit dans l'essor végétal d'une plante particulière. De même que la fleur est une éclaboussure de l'élan vital, la bluette de feu qu'on tire du végétal, comme une fleur électrique, dessine à nos yeux toutes les tensions intimes de l'être qu'elle exprime. « 4. Suivant notre méthode constante, examinons maintenant un cas où l'obstacle substantialiste est surmonté, où par conséquent la pensée se corrige, et voyons le caractère insuffisant de cette première correction. Au XVIIIe siècle, on a cru remarquer qu'en enduisant la surface intérieure des verres destinés aux expériences de l'électricité, de substances douées de qualité médicale, les parties les plus subtiles de ces substances traversaient le verre avec la matière de l'électricité et s'insinuaient ensemble dans le corps pour y produire les effets les plus salutaires. Fermez les guillemets. Joseph Verratti, qui rapporte les théories de Pivati et de Zanotti à cet égard, entreprit des expériences précises. Il purge son domestique en lui mettant de la scamonée dans le creux de la main pendant qu'il l'électrise. Comme une deuxième expérience sur une dame a donné un résultat moins rapide et moins net, il se demande si la vertu de la scamonée n'a pas été diminuée par la première électrisation. Il recommande donc de remplacer chaque fois le morceau de scamonée éventé par l'électrisation. Des purgations aussi indirectes réussissent, au dire de Verratti, avec l'aloès, avec la gomme Guth. Verratti voit dans ces expériences la confirmation d'une opinion de Hoffmann, qui attribue l'effet des purgatifs, ouvrez les guillemets, aux particules les plus subtiles et les plus volatiles. La subtilité étant presque toujours pour l'esprit préscientifique un signe de puissance. Pivati prône les expériences dont il est l'auteur comme une médication, ouvrez les guillemets, tout à fait douce. Quelle commodité ne serait-ce pas, en effet, si, en laissant le dégoût et l'amertume dans le cylindre, on était sûr de s'en appliquer toute la vertu en y touchant du bout du doigt. Fermez les guillemets. Ce souhait marque assez nettement le besoin de valoriser. Naturellement, cette médication si douce ne se borne pas à des purgations. La rêverie savante l'étend à toutes les maladies, et Pivati a tout un assortiment de cylindres diurétiques, hystériques, anti-apoplectiques, sudorifiques, cordiaux, balsamiques, fermez les guillemets. Pour voir de telles merveilles, l'abbé Nollet fait un voyage en Italie. Malheureusement, devant le physicien français, aucune de ces purgations par participation ne réussit. Mais qu'on ne triomphe pas trop tôt de cette réduction de l'erreur. Même après la critique de l'abbé Nollet, la théorie de Pivati trouve ses adeptes. La séduction substantialiste ne peut être arrêtée si facilement. L'abbé de Mangin allonge même la liste des remèdes qu'on peut employer dans les cylindres électriques. Il recommandera cette technique pour l'esprit volatile de vipère contre les morsures des bêtes venimeuses,
pour l'esprit de corne de cerf contre les convulsions, pour l'eau de fleur d'oranger contre les maladies de nerfs, etc. Les objections que se fait l'abbé de Mangin sont relatives à la défense en médicaments, au nombre de machines électriques, puisque chaque drogue demanderait son cylindre particulier. Il suggère d'ailleurs une autre technique. Imbiber un linge avec le médicament, appliquer ce linge sur la partie malade, ouvrez les guillemets, y porter la vertu électrique, de manière que cette vertu, ne pénétrant dans le corps qu'à travers le linge, elle emporterait nécessairement avec elle le plus fin et le plus spiritueux du remède. Fermez les guillemets. Nous soulignons le mot « nécessairement », qui désigne une valorisation indépendante de l'expérience effective. Mais pourquoi ne pas avaler tout simplement le remède ? C'est que dans l'estomac, il change de nature, ouvrez les guillemets, au lieu qu'en s'introduisant dans le corps par le moyen de l'électricité. C'est une manière tout à fait douce et commode de les administrer avec toute leur activité, et d'une façon pour ainsi dire insensible. Fermez les guillemets. Comment des substances qu'on imagine si spiritualisées, si insinuantes, si valorisées par la vertu électrique, n'auraient-elles pas la grâce infuse ? Leur action effective a beau avoir été démentie, leur action affective demeure. L'imagination travaille en dépit des oppositions à l'expérience. On ne se détache pas du merveilleux quand une fois on lui a donné sa créance. Et pendant longtemps, on s'acharne à rationaliser la merveille plutôt qu'à la réduire. 5. Toute qualité appelle sa substance. À la fin du XVIIIe siècle, Cara cherche encore une substance pour rendre directement compte de la sécheresse de l'air. Il oppose aux vapeurs aqueuses qui rendent l'air humide les vapeurs sulfureuses qui rendent l'air sec. Comme on le voit, on ne manie pas facilement, dans la physique de l'air pré-scientifique, les quantités négatives. Le signe moins paraît plus factice que le signe plus. Des propriétés manifestement indirectes pour un esprit scientifique sont immédiatement substantifiées par la mentalité pré-scientifique. Sydenham, ayant à rendre compte de la malignité de certaines fièvres, ouvrez les guillemets, la faisait consister dans le développement de particules très chaudes et très spiritueuses, fermez les guillemets, en se référant, en somme, à une sorte d'atome de fièvre chargé de feu. Et Chambon de Montaut cite Sydenham, ouvrez les guillemets, je pense que ces particules chaudes et spiritueuses acquièrent une grande action par leur réunion, car par les lois de la nature, tout principe actif tend à créer des substances qui lui ressemblent. C'est ainsi que le feu crée le feu, et qu'un liquide corrompu par une dépravation maligne porte l'infection dans le reste des fluides. Fermez les guillemets. Cette curieuse pensée qui veut que tout principe actif crée de la substance est très symptomatique. Elle nous semble désigner nettement la tendance à la réalisation directe, tendance que nous prétendons caractériser comme une déviation de l'esprit scientifique. Peut-être nous fera-t-on remarquer qu'une telle théorie de la malignité spécifique des fièvres prélude aux découvertes de la microbiologie. Mais une telle rationalisation de l'histoire scientifique nous paraît méconnaître la différence fondamentale de deux mentalités. Pour l'esprit scientifique, la malignité est substantifiée directement avec tous ses caractères phénoménologiques. Il y a court-circuit de la substance à ses modes, et la substantification clôt les recherches. La microbiologie se développe au contraire par différenciation, en isolant en quelque sorte les modes du principe caché. C'est par une longue technique que la microbiologie trouve le microbe spécifique, qui permet de perfectionner le diagnostic spécifique. Il y a, dans la microbiologie moderne, une précision discursive, une précision corrélative des symptômes et des causes, qui s'oppose absolument au substantialisme intuitif que nous essayons de caractériser. Le besoin de substantifier les qualités est si grand que des qualités toutes métaphoriques peuvent être posées comme essentielles. Le besoin de substantifier les qualités est si grand que des qualités toutes métaphoriques peuvent être posées comme essentielles. C'est ainsi que Behrave n'hésite pas à attribuer à l'eau comme qualité première la douceur, ouvrez les guillemets. L'eau est si douce qu'appliquée sur les parties du corps, où le sentiment est le plus délicat, elle n'y excite aucune douleur. Si l'on applique quelque peu d'eau sur la cornée de l'œil, qui est une partie de notre corps la plus propre à distinguer toute âcreté par le sentiment douloureux ou incommode qui s'y excite,
L'on ne ressent cependant pas la moindre incommodité. L'eau ne produit non plus aucune sensation désagréable, aucune douleur dans la membrane du nez, qui n'est qu'un tissu de nerfs presque découvert. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Enfin, on a une preuve de sa grande douceur en ce que toutes sortes de corps âcres, détrempés dans une suffisante quantité d'eau, perdent leur âcreté naturelle qui les rend si nuisibles au corps humain. Fermez les guillemets. En conséquence de cette propriété essentielle, ouvrez les guillemets, on met l'eau chaude au nombre des principes remèdes anodins et parégoriques. Fermez les guillemets. On voit du reste que la qualité de douceur a glissé de métaphore en métaphore, mais qu'elle n'en désigne pas moins pour Beurave une qualité profondément substantifiée. Inutile d'ailleurs de montrer l'inanité bien évidente d'une telle pensée. Naturellement, le jeu des substantifications directes peut conduire à des attributions qui, d'un auteur à l'autre, se contredisent. Pour Pott, ce n'est pas la douceur, c'est la dureté qui est la qualité essentielle de l'eau. La preuve en est d'ailleurs aussi rapide, ouvrez les guillemets. Il faut que les particules de l'eau soient fort dures, puisqu'elles creusent les pierres et les rochers exposés à son mouvement continuel. On sait aussi qu'on ressent une douleur si l'on frappe fortement la surface de l'eau avec la paume de la main. Fermez les guillemets. On multiplierait sans difficulté des exemples d'attributions aussi ridicules. Des qualités aussi externes que la sonorité peuvent être incluses dans l'intimité de la substance. Pour F. Meyer, la preuve que l'air fixe est un élément intégrant de la chaux, c'est que, fondue avec du soufre et refroidie, elle est sonnante. C'est l'acidum pingue qui est la cause du son. Ouvrez les guillemets, tout ce qui vient du feu comme corps solide sonne aussi. La chaux, les charbons de bois frais et d'eau, quelques sels fondus, métaux, verres communs et métalliques, porcelaine, vaisseaux de verre, tuiles et pierres ponces sonnent. 6. Dès que l'esprit accepte le caractère substantiel d'un phénomène particulier, il n'a plus aucun scrupule pour se défendre contre les métaphores. Il charge l'expérience particulière souvent précise par une foule d'images puisées dans les phénomènes les plus divers. Cara explique ainsi le magnétisme. Ouvrez les guillemets. Le flegme qui suinte de l'aimant est en effet de la pression ou gravitation continuelle que ce minéral exerce sur lui-même. C'est une espèce de mercure qui, obstruant les surfaces du fer et le rendant imperméable à l'air ambiant, laisse au fluide élémentaire seul la faculté de le percuter dans une direction privilégiée. Le flegme laiteux qui sort du fer, battu après la fusion, est très certainement une preuve que celui qui suinte de l'aimant n'est point une chimère. Fermez les guillemets. Ainsi, toutes les images substantialistes symbolisent entre elles. L'incandescence du fer, travaillé par le forgeron, est substantifiée en un flegme laiteux qu'expulse un marteau diligent. Ce flegme laiteux suggère un flegme magnétique invisible. Ces flegmes, un pour l'incandescence, l'autre pour le magnétisme, ont permis de transcender la contradiction du visible à l'invisible. La substantialisation pallie cette contradiction phénoménologique. Ici, comme souvent, la substance est pensée pour réaliser des contradictions. Devons-nous, une fois de plus, faire observer que l'auteur que nous citons est très souvent cité à la fin du XVIIIe siècle ? Il est d'ailleurs vivement attaqué par Lalande. Il suffit de lire un avis au lecteur publié à la fin du tome 4 pour voir que Cara sait manier la plume de polémiste. Dans ses rapports avec Lalande, il se montre assez fin psychologue, ce qui prouve que la maturité scientifique ne va pas de pair avec la maturité psychologique. 7. Un des plus clairs symptômes de la séduction substantialiste, c'est l'accumulation des adjectifs sur un même substantif. Les qualités tiennent à la substance par un lien si direct qu'on peut les juxtaposer sans trop se soucier de leur relation mutuelle. Il y a là un empirisme tranquille qui est bien éloigné de susciter des expériences. Il s'affine à bon compte en multipliant les synonymes. Nous en avons vu un exemple avec le caractère glutineux, onctueux et tenace du fluide électrique. C'est là une tendance générale, dont on trouverait d'ailleurs la trace dans des domaines bien éloignés de la pensée scientifique. Comme la psychologie et la littérature, moins une idée est précise, et plus on trouve de mots pour l'exprimer. Au fond, le progrès de la pensée scientifique revient à diminuer le nombre des adjectifs qui conviennent à un substantif et non point à l'augmenter.
On pense scientifiquement des attributs en les hiérarchisant, et non pas en les juxtaposant. Naturellement, c'est dans les sciences retardées, comme la médecine, que cet empirisme prolixe est le plus apparent. Un médicament, au XVIIIe siècle, est littéralement couvert d'adjectifs. En voici quelques exemples, entre mille. Ouvrez les guillemets. Le soufre doré est donc hémanogogue, hépatique, mencétérique, béchique, fébrifuge, céphalique, diaphorétique, alix-pharmaque. Fermez les guillemets. L'eau-de-vie de genièvre est, ouvrez les guillemets, sudorifique, cordiale, hystérique, stomachique, carminaline, apéritive, béchique. Fermez les guillemets, les simples sont particulièrement complexes. D'après l'encyclopédie, la seule racine de chardon-béni est vomitive, purgative, diurétique, sudorifique, expectorante, hémanogogue, alexitaire, cordiale, stomachique, hépatique, anti-apoplectique, anti-épileptique, antiplurétique, fébrifuge, vermifuge, vulnéraire et aphrodisiaque, soit 17 propriétés pharmaceutiques. Le fumeterre en a 7, l'huile d'amande douce en a 9, le citron 8, la bétoine 7, le camphre 8, etc. Si les attributs les plus divers se trouvent ainsi accolés à une même substance, vice-versa, il ne faut pas s'étonner de voir des substances multiples coopérer pour donner un remède particulier. Les apothicaires du XVIIIe siècle utilisent encore les mélanges les plus compliqués. L'emplâtre Diabotanum amasse une grande quantité de plantes. Si l'on se souvient que chacune de ces plantes est elle-même riche de nombreux caractères, on voit quelle somme substantielle réalise le Diabotanum. L'onguent des apôtres est naturellement composé de 12 drogues. L'électuaire antiscorbutique de Malouin contient 22 simples. Le baume tranquille de l'abbé Rousseau en contient 19. Le fameux sel polycreste que les frères Seignette donnent comme un composé de 3 sels paraît trop simple aux doctrinaires polypharmaques. Les thériaques obéissent aussi à un substantialisme éclectique qui pourrait servir à symboliser une mentalité toute spéciale. Dans une thériaque qui réunit 150 substances, on ne s'occupe pas des proportions, on se confie à l'efficacité de la seule présence des ingrédients. La thériaque est une somme de substances jamais trop accueillantes. Ouvrez les guillemets. D'après les statuts Rochelet, la fabrication de la thériaque, comme celle des grandes confections, où se combinait une infinité de drogues, devait être faite par tous les maîtres et le produit obtenu partagé entre eux. Fermez les guillemets. La constitution de cette somme des sommes substantielles nous paraît très curieuse. Elle désigne bien l'idéal du thériacleur qu'on pourrait rapprocher du complexe du petit profit étudié par la psychanalyse. Cet idéal est plus persistant qu'on ne croit. Raspail écrit encore en 1843, ouvrez les guillemets, que de bestiaux malades. Quand on les sèbre de foin, cette thériaque composée de 1000 baumes d'espèces différentes. Fermez les guillemets. Pour l'inconscient, les mélanges les plus composés sont toujours valorisés. L'allocution « tout fait ventre » n'est qu'une traduction sur le mode alimentaire de l'attachement aux sommes polypharmaques pour la préservation des maladies. Mais pour bien caractériser ce mythe de la substance médicale surchargée d'attributs par l'esprit pré-scientifique, soit que cet amas se présente comme naturel dans les simples ou comme artificiel dans les thériaques, voyons par opposition comment se présente un médicament moderne, fabriqué par l'industrie comme un objet en série, dans un idéal d'unité et de précision. Rapprochons, par exemple, l'antipyrine d'un sédatif ancien. Pour bien développer ce parallèle, il nous faut faire abstraction du prospectus de réclame commerciale. Précisément, ce prospectus s'appuie, hélas, sur la certitude de trouver dans le public une adhésion d'un caractère pré-scientifique. Le commerce n'hésite pas à faire glisser l'emploi des comprimés sur les malaises les plus variés. Il n'est d'ailleurs que trop bien écouté. Et l'on serait bien étonné si l'on connaissait tous les usages individuels, singulièrement variés, d'un médicament moderne chimiquement bien défini. Si donc nous faisons abstraction, comme il se doit, de cet usage anti-scientifique d'un produit scientifique, si nous nous référons à un usage savant et honnête, alors nous comprendrons qu'il y a un essai de correspondance précise entre l'entité nosologique à soulager et l'entité chimique du remède. La science pharmaceutique moderne vise dans la substance une qualité et une seule. L'idéal, c'est le remède monofonctionnel, le substantif pourvu d'un seul objectif. L'idéal, c'est le remède monofonctionnel, le substantif pourvu d'un seul adjectif.
Autant dire que par le moyen de la substance, on tend à réaliser un attribut bien défini. La science pharmaceutique moderne fabrique plutôt une qualité qu'en substance. La science pharmaceutique moderne fabrique plutôt une qualité qu'une substance, plutôt un adjectif qu'un substantif. Elle est réaliste, d'une manière discursive parce qu'elle réalise, dans un mouvement strictement inverse du réalisme classique, par lequel on a cru pouvoir caractériser philosophiquement la science moderne. Cette précision qualitative, cet état d'absolue distinction de la qualité, apparaîtront très clairement si l'on veut bien considérer certains vaccins ou sérums précis, soigneusement numérotés, désignés par des jeux de lettres bien nettement fixés. C'est alors qu'on comprendra bien que le produit scientifique est un moment particulier bien défini d'une technique objective. Pour le déterminer, on ne se confie pas à une activité substantielle plus ou moins sourde, plus ou moins mûrie. On veut un instant d'évolution bien choisi, et c'est cet instant qu'on fixe et immobilise dans la substance. Vu dans cette perspective de réalisation, on peut bien dire que la substance n'est que la concrétisation d'idées théoriques abstraites. Sans ces idées théoriques, on ne pourrait pas créer la substance, car c'est vraiment créer une substance que d'établir d'une manière permanente une propriété dans un état bien défini. Nous reviendrons sur cet aspect de la réalisation scientifique moderne, mais il nous a paru qu'en confrontant, ici sur un point très précis, les doctrines scientifiques et pré-scientifiques, nous ferions mieux sentir l'état de confusion du substantialisme pré-scientifique et quelle révolution de pensée il faut opérer pour surmonter l'obstacle réaliste. Cette question philosophique est beaucoup plus actuelle qu'il ne le semble à première vue, car dans tout esprit cultivé, il reste de nombreuses traces de substantialisme à psychanalyser. Voici une ligne d'un traité de chimie contemporaine que j'ai utilisé comme test pour reconnaître chez les élèves la difficulté de quitter l'étymologie, d'échapper à l'influence du mot racine qui semble toujours représenter dans une famille de mots une réalité privilégiée. L'auteur du livre, M. Martinet, dit simplement, ouvrez les guillemets, « Le menthol, la menthone et l'acétate de menthyle sentent la menthe ». À la lecture de cette ligne, il n'est pas rare d'entendre un lecteur cultivé répondre « naturellement ». Il voit dans cette triple affirmation un triple pléonasme. Il lui semble que ces terminaisons « ol »,« on »,« il » viennent décliner certaines fonctions supplémentaires qui laissent naturellement subsister la qualité essentielle exprimée par la racine du mot. Le lecteur ignorant la chimie organique ne se rend pas compte que les dérivés d'un même corps chimique peuvent avoir des propriétés très diverses, qu'il y a des fonctions qui, greffées sur un même noyau, ne comportent pas les propriétés organoleptiques comme l'odeur. Bien entendu, pour le faire remarquer en passant, à propos de cet exemple, un esprit non scientifique ne se place pas, comme il convient de le faire, au point de vue de la nature factice. D'un point de vue de la chimie factice, c'est-à-dire du point de vue de la chimie scientifique, il faudrait dire que la menthe sent le menthol, et non pas à l'inverse que le menthol sent la menthe. Il faudrait dire encore, en mettant notre thèse de la suprématie de l'abstrait sous une forme voyante, que le concret sent l'abstrait. En effet, c'est en étudiant le menthol pur qu'on pourra dégager le groupement osmophore qui est responsable de l'odeur. C'est en étudiant la structure moléculaire de ce groupement qu'on pourra comprendre la construction géométrique d'une propriété sensible en partant d'un schéma abstrait ou mieux encore, la réalisation matérielle d'une odeur mathématiquement définie. 8. En contradiction avec ce réalisme inversé qu'est le réalisme instruit, nous pouvons souligner le rôle privilégié que jouent certaines sensations grossières dans la conviction substantialiste. En particulier, la saveur et l'odeur, par leur aspect direct et intime, paraissent nous apporter un surmessage d'une réalité matérielle. Le réalisme du nez est bien plus fort que le réalisme de la vue. À la vue, les fumées et les rêves. Au nez et à la bouche, les fumées et les viandes. L'idée de vertu substantielle est liée à l'odeur par un lien étroit.
Macquer l'affirme sans discussion, ouvrez les guillemets, une grande partie de la vertu des plantes réside dans ce principe de leur odeur, et c'est à lui qu'on doit les effets les plus singuliers et les plus merveilleux que nous leur voyons produire tous les jours, fermez les guillemets. Sans doute possible, il faut bien prendre en garde que les produits pharmaceutiques ne s'éventent de cette précaution qui devrait être particulière et relative à certains produits volatiles, on fait un principe fondamental. On croit que la puissance de la matière, comme la puissance florale, se perd et se disperse. Maintenir l'odeur, c'est garder la vertu. On voit avec quelle simplicité s'étale le substantialisme des odeurs. L'odeur est alors une qualité valorisée. Le fait qu'une substance est en quelque manière signée par une odeur spécifique va contribuer à affermir la croyance en l'efficacité de cette substance. Aussi, Charras s'oppose-t-il à ceux qui veulent enlever l'odeur désagréable du sel de vipère. Ces délicats ne comprennent pas que cette odeur ne se pourrait pas toute séparer de ce sel, qu'on ne lui ôtât sa vertu. Fermez les guillemets. Fixer le sel volatile par la chaux, c'est aussi lui faire perdre sa puissance, son essence spirituelle, puisque la chaux le pétrifie. Charras n'apporte naturellement aucune preuve de ces affirmations. Laissez aller logique qui est toujours la marque de valorisation a priori. Il a donc purement et simplement substantialisé l'odeur. Pour lui, la sensation première ne doit pas un seul instant être séparée de la substance dont elle est le signe. La force insinuante des odeurs, le fait qu'elles s'imposent, qu'on le veuille ou non, les marque comme des réalités affectives. En fait, les odeurs ont été souvent données comme des preuves de réalité individualisée. Beurave n'a jamais pu se dégager entièrement de cette idée que chaque être a un principe individualisateur, principe concret qu'une chimie subtile peut espérer isoler. Ouvrez les guillemets, enfin la chimie est la seule qui nous apprenne qu'il y a dans chaque animal, dans chaque plante, une espèce de valeur propre uniquement à ce corps, et qui est si subtile qu'elle ne se manifeste que par son odeur, ou par sa saveur, ou par quelques effets qui lui sont particuliers. Cette vapeur est imprégnée de ce qui constitue la nature propre du corps où elle réside, et de ce qui le distingue exactement de tout autre. La prodigieuse subtilité fait qu'elle échappe à la vue et des meilleurs microscopes, et sa grande volatilité empêche qu'elle ne soit sensible à l'attouchement. Dès qu'elle est pure et dégagée de toute autre chose, elle est trop mobile pour rester tranquille, elle s'envole, se mêle avec l'air et rentre dans le chaos commun de tous les corps volatiles. Cependant, elle y conserve sa propre nature et elle y voltige jusqu'à ce qu'elle retombe avec la neige, la grêle, la pluie ou la rosée. Alors elle retourne dans le sein de la terre, elle la féconde par sa semence prolifique, elle se mêle avec ses fluides pour redevenir suc de quelque animal ou de quelque plante. Fermez les guillemets. Ce texte nous montre bien clairement le fort réalisme de l'odeur. L'odeur est pour Beurave la réalité la plus indépendante qui soit de toutes nos manœuvres. Exhalée par les roses en un soir de printemps, l'odeur revient au rosier avec la rosée du matin. Elle est une réalité qui transmigre, mais qui jamais ne se détruit ni ne se transfigure. Bien entendu, nous ne pouvons pas la créer. Ouvrez les guillemets. Nous ne connaissons rien que l'art puisse moins imiter que ces esprits odoriférants, particuliers à chaque plante, et auxquels nous avons donné le nom d'esprit recteur. S'ils se font remarquer partout, c'est parce qu'ils se dispersent eux-mêmes dans l'atmosphère. Que d'effets surprenants ne doit-il pas résister de là ? Que de choses étonnantes ne doit pas opérer cette merveilleuse métempsychose universelle ? Fermez les guillemets. Faut-il souligner, en passant, que la technique moderne sur des bases abstraites a su multiplier les odeurs au point que le laboratoire soit plus riche que le jardin ? Mais l'essentiel pour notre objet est de faire remarquer l'intense valorisation d'une sensation particulière, valorisation qui est déjà sensible dans le ton enthousiaste de Beurave. L'idée qu'une petite matière dirige une grande est aussi bien remarquable et montre une valorisation facile. L'esprit recteur d'une huile est agile. Ouvrez les guillemets, il est le fils du feu. Inné, retenu et comme lié dans les huiles, il leur communique une vertu singulière et assez efficace qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Mais dès qu'il en est chassé tout à fait, il les laisse presque sans force. Et tel qu'à peine peut-on les distinguer entre elles. Fermez les guillemets. Cela prouve bien la puissance individualisante et par suite fortement réelle des esprits matériels. Réciproquement, on comprend qu'on tienne l'huile privée de son esprit recteur pour une matière éventée, sans vertu, bref, pour une matière dévalorisée. Si l'on médite sur cette matière coefficientée qu'est un esprit recteur, on ne s'étonnera plus de l'importance attribuée à la distillation par l'esprit préscientifique. Cette opération a fourni pendant des siècles à l'inconscient des chercheurs une image vraiment technique de leur rêve de transmigration. On a cru pendant longtemps que la distillation gardait les qualités spécifiques, les qualités essentielles des matières. Le réalisme de la quintessence n'était naturellement pas l'objet du moindre doute. L'alambic, dont le mécanisme nous semble clairement factice, était assez souvent considéré comme un appareil en quelque sorte naturel. Au milieu même du XVIIIe siècle, un auteur peut encore écrire, ouvrez les guillemets, « Le cerveau contenu dans notre tête posé sur le tronc de notre corps, à peu près comme le chapiteau d'un alambic sur sa curcubite, ne recevra pas également ces esprits par forme de distillation, et alors les nerfs adaptés au cerveau ne feront pas à cet égard les fonctions du bec du chapiteau qui se répand dans ses récipients. » Fermez les guillemets. D'autres auteurs, à la fin du siècle, forment des cosmogonies sur le plan de la distillation en expliquant l'univers comme un vaste alambic. On sait du reste le rôle important qu'a joué l'alambic dans les expériences de l'Académie, qui distillait des paniers de crapauds, de la chair d'éléphant et les matières les plus diverses. Nous n'insisterons pas sur ce point, car voici longtemps qu'on a dénoncé le caractère vain des distillations préscientifiques. Il y aurait cependant une longue étude à faire sur l'alambic. On serait étonné du nombre de rêveries qui accompagnent l'usage de cet appareil. On comprendrait alors la puissante valorisation des produits lentement distillés. Il ne serait pas difficile d'opposer, sur ce point, la technique des distillations fractionnées aux anciennes pratiques des distillateurs. On verrait qu'il y a plutôt rupture que continuité entre l'usage vulgaire et l'usage savant de l'alambic. 9. La saveur comme l'odorat peut apporter au substantialisme des assurances premières qui se révèlent par la suite comme de véritables obstacles pour l'expérience chimique. Par exemple, si les fonctions acides et basiques se sont révélées, dans l'évolution finale de la chimie, des principes de cohérence très utiles pour une classification générale, il ne faut pas oublier que les propriétés chimiques acides et basiques ont été d'abord prises comme des attributs en rapport direct avec les sensations gustatives. Aussi, quand ces attributs inhérents, attachés par l'esprit préscientifique au fin fond de la substance, comme la douceur ou l'acidité, venaient à être masqués, on s'en étonnait comme devant une transsubstantation. De nombreux faux problèmes sont nés d'une impression gustative mystérieuse. Reportons-nous au résumé de l'expérience d'un sel doux tiré de matière fort âcre, qui figure à la date de 1667 dans l'histoire de l'Académie royale des sciences. Ouvrez les guillemets. L'illustre Boyle, dans son livre De Formarum Origine, avait proposé à tous les chimistes une espèce d'énigme. C'était de trouver un sel qu'il appelle anomale, et qui mérite bien ce nom pour la nature irrégulière qu'il est. La saveur en est douce, quoiqu'il soit composé d'ingrédients ou plus salés ou plus acres que la saumure, ou plus aigres que le fort vinaigre. Fermez les guillemets. Duclos travaille à résoudre l'énigme de Boyle. Il conjecture que ce sel si bizarre était celui dont parle Schröder, c'est-à-dire un sel composé de cristaux doux de sel commun, préparé avec du vinaigre de miel. Fermez les guillemets. Faut-il s'étonner, après ce miracle de conciliation des propriétés sensibles contraires, que ce sel anomale guérisse plusieurs maladies et qui dissolve radicalement l'or, double signe d'une valeur substantielle qui apporte comme souvent à une âme avide de bien, à un esprit toujours désireux de travailler sur une réalité, la preuve fondamentale de la présence d'une substance. Une substance vaut quelque chose, c'est un bien. C'est une puissance qui doit montrer son arbitraire.
Rien ne vaut pour cela la contradiction. Pour le sel de Boyle, il n'y manque même pas la valeur historique, ainsi que l'entrevoit l'auteur en se référant à la Bible. Ouvrez les guillemets. Cette énigme de M. Boyle avait quelque rapport à celle que Samson proposa aux Philistins. De forti egressa est dulcedo. Fermez les guillemets. De telles accumulations de pensées valorisantes que nous devons signaler au passage pour éviter les redites, nous autoriserons, semble-t-il, à parler au chapitre suivant d'une nécessaire psychanalyse du substantialisme. Pour l'instant, notons simplement qu'une réunion des contradictions sensibles fait souvent office de réalité. Sur cet exemple, simple au possible, matériel à souhait, on pourrait peut-être comprendre et juger les thèses philosophiques qui veulent que la réalité soit foncièrement irrationnelle. On pourrait même saisir ces philosophies dans une réciproque où il suffit d'accumuler l'irrationnel pour donner l'illusion de la réalité. N'est-ce pas ainsi que procède le romancier moderne qui passe pour créateur dès l'instant où il réalise l'illogisme, l'inconséquence, le mélange des conduites, dès l'instant où il mêle le détail et la loi, l'événement et le projet, l'originalité et le caractère, la douceur et l'âcreté? Mais le procès de cette objectivité psychologique truquée n'est pas à sa place ici. Nous ne l'évoquons que pour faire sentir que le romancier moderne n'est souvent qu'un mauvais chimiste et que la psychologie littéraire en est au stade de la chimie préscientifique. « 10. Une substance précieuse doit être cherchée pour ainsi dire en profondeur. Elle est cachée sous des enveloppes. Elle est noyée dans des matières grossières et des gangues. On l'obtient dans des distillations répétées, dans des macérations prolongées, en de longues digestions. Ainsi extraite, réduite et épurée, elle est une quintessence, elle est un suc. Tenir sous un faible volume les principes de la nourriture ou de la guérison, tel est l'idéal usuel qui séduit sans peine la pensée substantialiste. Ce mythe de la concentration substantielle est accepté sans discussion. Même L. Randouin et M. H. Simonet l'ont souligné dans leurs livres sur les vitamines, comme ouvrez les guillemets, une tendance de l'esprit humain depuis les débuts de la civilisation, arriver à concentrer les principes dits nourrissants, à les débarrasser de ce qui ne paraît pas utile et qui doit même, imagine-t-on, troubler les actes digestifs. Fermez les guillemets. Nous retrouverons par la suite l'occasion de psychanalyser cette volonté de puissance digestive. Il est peut-être intéressant de rappeler simplement ici qu'on a pu proposer comme un idéal humain la nourriture par comprimé. Cela montre assez clairement la valorisation du comprimé. À ce point de vue, le sel est lié à une concentration qui sert de type. Par évaporation du superflu, apparaît bientôt dans une dissolution de sel la matière essentielle et précieuse. Le mythe est naturellement poussé à sa limite par l'intuition de l'intériorisation. Comme le dit Nicolas de Locke, ouvrez les guillemets, le sel est toujours l'intime de l'intime. Fermez les guillemets. Autrement dit, le ciel est l'essence de l'essence, la substance de la substance. D'où une raison de valeur substantielle non discutée. Parfois, se priver de sel, c'est se priver d'aliments. Ouvrez les guillemets, la superstition d'abstinence du sel, quel qu'en puisse être le motif originaire, se rencontre un peu partout. Fermez les guillemets. D'après Oldenberg, qui donne quelques cas de jeûne du sel dans l'Antiquité védique. La surpuissance du sel est si grande qu'on la met à l'origine de la vie. Dans un autre opuscule, Nicolas de Locke n'hésite pas à l'écrire. Ouvrez les guillemets. Comme la terre au grand monde est l'aimant, l'attrait de toutes les influences célestes, de même le sel qui est cette terre virginale au centre de toute chose, élément de tout ce qui peut entretenir la vie du microcosme. Fermez les guillemets. Cette substance virginale cachée au centre de toute chose nous donne un clair exemple d'une matière privilégiée a priori et qui fait obstacle à une pensée empirique fidèle. Une des raisons qui fait du sel une substance privilégiée, c'est sans doute qu'on en emploie une petite quantité pour déterminer de grands effets. L'homo faber est quelquefois charcutier, il prend ses intuitions dans son saloir, il pense comme il sale. Un auteur un peu ancien, Blaise Vigenère, écrivant en 1622, s'exprime ainsi, ouvrez les guillemets, «
toutes les humeurs du corps animal. Sang, pituite, urine et le reste sont salés. Sans cela, tout se corromprait d'un instant à l'autre. Fermez les guillemets. Bernard Palissy fait la même remarque, sous une forme beaucoup plus générale, et bien entendu toujours sans preuve. Ouvrez les guillemets. Si le sel était extrait des poutres, solives et chevrons, le tout tomberait en poudre. Autant en dis-je du fer, de l'acier, de l'or et de l'argent et de tous les métaux. Fermez les guillemets. Une fois qu'on attribue une puissance secrète à une substance, on peut être sûr que l'induction valorisante ne connaîtra plus de bornes. En réunissant tous ces exemples dans leur filiation inconsciente, on peut voir comment la conservation du lard par le sel conduit à inférer la conservation de l'or par un produit similaire adéquat. Ce qui conserve peut produire. Pour Vigenère, le sel n'est pas infertile. Au contraire, il cause la fertilité. En voici des preuves. Il provoque l'appétit vénérien, ouvrez les guillemets, dont Vénus aurait été dite engendrée par la mer. Aussi donne-t-on du sel aux animaux pour les exciter davantage. On voit encore par l'expérience que dans des bateaux chargés de sel s'engendrent plus de rats et de souris que dans les autres. Fermez les guillemets. Le sel empêche aussi la terre de se figer et de se constiper. Ouvrez les guillemets, laquelle constipation empêcherait les herbes de poindre. Fermez les guillemets. Et enfin, après une accumulation d'opinions aussi absurdes, Vigenère ose en déduire comme suprême conseil, ouvrez les guillemets, ceux qui devraient d'autant décrier le sel pour le regard des choses saintes, dont toute lubricité doit être bannie. Fermez les guillemets. Nous n'hésitons pas à transcrire un texte aussi chargé de Vézanie, précisément parce qu'il montre le glissement entre les valeurs les plus hétéroclites, le besoin d'accéder à des valeurs dominantes qui n'ont pourtant rien à voir avec les valeurs empiriques. Bien entendu, le sel marin n'est qu'un aspect du sel fondamental qui se trouve à la base de toutes les substances. Si l'on voulait étudier la conviction que donnent ces valorisations essentielles, il suffirait de prendre des textes alchimiques. La maxime cum sale et sole omnia revient dans la plupart des ouvrages. Nicolas de Locke écrit en 1665, ouvrez les guillemets, « Celui qui travaille sans sel est comme celui qui veut tirer de l'arc sans corde ou sans flèche. » Fermez les guillemets. Le sel intervient ainsi comme une substance particulièrement active dans les théories de la palingénésie, qui eurent un si grand et si étrange succès au XVIIIe siècle. On imagine que les cendres des végétaux et des animaux peuvent reproduire les êtres dont elles sont les restes. Par exemple, l'abbé de Valmont écrit des pages et des pages pour prouver l'action de ces sels essentiels. Ouvrez les guillemets, les sels contiennent les idées, la figure et le fantôme des plantes dont ils sont extraits. Puis, la vertu séminale de chaque mixte est concentrée dans ces sels. Ce secret nous apprend encore que le corps meurt. Les formes sont pourtant aux cendres leur demeure. D'où cette conséquence, les ombres des trépassés qu'on voit souvent paraître au cimetière sont naturelles, étant la forme des corps enterrés en ces lieux où leurs figures extérieures n'ont pas l'âme. Il est certain que ces apparitions peuvent être fréquentes au lieu où il s'est donné des batailles. Et ces ombres ne sont que des figures des corps morts, que la chaleur ou un petit vent doux excite et élève dans l'air. Fermez les guillemets. La vision de l'aiglon sur le champ de bataille d'Austerlitz eût donc été facilement rationalisée par l'intuition substantialiste de l'abbé de Valmont. Enfin, comme c'est un des traits fondamentaux d'une pensée valorisante que toute valeur peut être niée, on pourrait trouver des textes où les propriétés du sel et des cendres sont jugées d'une manière péjorative. Par exemple, pour Pierre Fabre, le seul nom que mérite le sel est, ouvrez les guillemets, graisse du monde et épaisseur des éléments, fermez les guillemets. C'est un excrément. Le sel est, pour ainsi dire, la réalisation de l'impureté. 11. Tout travail patient et rythmique, qui réclame une longue suite d'opérations monotones, entraîne l'homo faber à la rêverie. Alors il incorpore sa rêverie et ses chants à la matière élaborée. Il coefficiente la substance longuement travaillée. L'effort partiel, le geste élémentaire ne dessine plus les limites géométriques de l'objet.
c'est le groupement des gestes dans le temps, c'est la cadence, qui est connaissance claire et joyeuse. L'alacrité d'un potard tournant son pilon dans son mortier nous dit déjà le prix que sincèrement il attache à ses pilules. Toute cette énorme surcharge du rêve, toute cette valorisation des substances par le temps passé à les préparer, il faudra en débarrasser la pensée scientifique. Il faudra dévaloriser le produit d'un travail patient si l'on veut psychanalyser la connaissance objective. À propos de ce thème, on peut montrer assez clairement la différence d'un esprit scientifique et d'un esprit pré-scientifique sur un exemple très simple. Pour nous, la trituration est un moyen mécanique dont nous comprenons tout de suite le caractère. Il n'en va pas de même au XVIIIe siècle et a fortiori dans les siècles antérieurs. Alors c'est une opération vraiment polymorphe qui s'apparente aux opérations chimiques profondes. L'encyclopédie rappelle que pour Beurave, ouvrez les guillemets, la trituration a une force merveilleuse pour dissoudre certains corps, et qu'elle les rend aussi fluides que s'ils étaient fondus par le feu. Fermez les guillemets. Le docteur Langelotte peut de même, par trituration, rendre l'or aussi fluide que par le moyen du feu et faire un or potable par le seul mouvement d'un moulin. Fermez les guillemets. Il importe peu, comme le fait observer finement M. Brunschwig, que Langelotte ait découvert ainsi l'or colloïdal. Il l'a découvert pour nous, non pas pour lui, et M. Brunschwig s'interdit, comme nous le faisons nous-mêmes systématiquement, cet optimisme récurrent des historiens des sciences qui veulent souvent plaquer sur les découvertes anciennes les valeurs nouvelles. Ouvrez les guillemets, il n'est pas permis de dire qu'on sait une chose alors même qu'on le fait tant qu'on ne sait pas qu'on l'a fait. Fermez les guillemets. Ici, le système de valorisation est différent de notre plan de jugement. Il dépend d'une mystique du broiement. Alors que pour nous, le broiement n'est qu'une préparation accessoire à des opérations plus essentielles, il est pris au XVIIIe siècle comme une opération qui fournit, dans les domaines les plus variés, un motif d'explication suffisante. On pourra s'en rendre compte en suivant les polémiques sur la digestion stomacale. Une longue lutte divise les partisans de la fermentation et ceux de la trituration. La théorie de la trituration proposée par le docteur Pitcairn eut une longue carrière. Un médecin aussi renommé que Beurave n'hésite pas à écrire, ouvrez les guillemets, dans le corps des coureurs, les poissons et les viandes fraîches se pourrissent aisément à cause du trop grand frottement qu'elles éprouvent. Fermez les guillemets. L'auteur de l'article dans l'encyclopédie rappelle la trituration chez les Hébreux et donne un verset de la Bible. Saint Paul en fit une parabole. Le poids d'une tradition apporte à une expérience substantielle une valeur supplémentaire qui n'a plus cours dans la formation d'un esprit vraiment scientifique. D'une opération qui ne demande que de la patience, comme la trituration, on peut rapprocher les opérations qui ne demandent que du temps, comme les lentes et douces cuissons. Les bouillons si variés, si spéciaux, dont l'usage était si fréquent dans la diététique du XVIIIe siècle, devaient sans doute en partie la faveur dont ils jouissaient à cette idée que le temps prolongé des cuissons est une condition indispensable aux concentrations substantielles. Mais où le temps prend toute sa puissance valorisante, c'est dans les expériences, en quelque manière temporellement structurées. De là, la valeur des produits obtenus dans des opérations répétées 7 fois, ce que prouve assez le caractère mystique de cette valorisation substantialiste. Beurave dit encore, ouvrez les guillemets, il faut fondre le cuivre fossile une 12 de fois pour la rendre bien ductile sous le marteau. Fermez les guillemets. Cette observation exacte ne comporte pas toutefois la description de l'affinement progressif. Dans la chimie moderne, quand les opérations sont longues et nombreuses, on en donne la raison détaillée. On suit une métallurgie comme un raisonnement. La métallurgie contemporaine est un raisonnement. Le thème abstrait explique les manœuvres industrielles. Une opération comme la distillation fractionnée, qui est plus monotone, est entièrement arithmétisée. Elle procède presque comme une progression géométrique. La mystique de la répétition ne s'introduit donc pas dans un esprit moderne. À cet égard, une opération comme la coobation doit paraître actuellement de tout point incompréhensible. On sait en quoi elle consiste. Quand on s'est donné bien du mal pour séparer dans une distillation la matière volatile de la matière fixe, on reconstitue le mélange pour recommencer la distillation ou, comme on dit dans un langage assez clairement valorisant, on remet l'esprit sur ses fesses. Fermez les guillemets.
La patience et le courage des recommencements répétés sont un gage de valeur pour le produit final. Macaire met la cohobation au rang des opérations que les anciens chimistes pratiquaient avec beaucoup de patience et de zèle et qui sont aujourd'hui trop négligées. Fermez les guillemets. Ainsi, le fait que la cohobation soit tombée en désuétude n'est pas suffisant pour lui enlever aux yeux de Macaire sa valeur. 11. La substance reçoit facilement un pouvoir absorbant si intense quand on la considère sans se défendre contre les rêveries inconscientes, qu'on finit par admettre qu'elle retienne les propriétés du lieu où elle a séjourné. La médecine du XVIIIe siècle n'hésite pas à fonder ses choix sur un principe aussi obscurément affirmé. À propos des bouillons, on peut lire dans l'encyclopédie qu'un estomac affaibli par une longue maladie, ouvrez les guillemets, est souvent peu propre à digérer le suc des animaux et s'accommode mieux de celui de carpe, de tanche, de grenouille, etc., qui d'ailleurs portent une fraîcheur dans le sang qu'on ne doit pas attendre de celui des animaux terrestres ou volatiles. Fermez les guillemets. Cette énumération, promptement suivie d'un etc., montre, comme nous avons déjà fait la remarque, que l'induction substantialiste a précédé, et non pas suivi, les expériences particulières. Cette induction est fondée sur l'explication toute substantielle des sucs, qui peuvent porter leur fraîcheur dans le sang. Fraîcheur évidente quand on songe à la longue vie des poissons et des batraciens dans l'eau froide. En 1669, l'Académie disséqua une civette pour la comparer au castor précédemment étudié. Voici les conclusions. Le castoreum est d'une odeur forte et peu agréable. Celle de la liqueur qui vient de la civette est entièrement douce. Et l'on jugea que cette différence peut venir de l'humidité froide du castor, qui est un demi-poisson, au lieu que la civette est d'un tempérament chaud et sec, boit peu et habite ordinairement les sables de l'Afrique. Fermez les guillemets. On mesurera peut-être mieux encore cette fausse signature du lieu dans les phénomènes en s'adressant à des expériences qui relèvent de la physique. À la fin du XVIIIe siècle, on a longuement discuté pour savoir si les grenouilles du Piémont étaient plus ou moins aptes à manifester l'électricité que les grenouilles de Provence. Plaisante objectivité qu'une montagne borne. Électricité en deçà des Alpes, neutralité au-delà. 12. D'une manière générale, toute valeur substantielle est intériorisée par la vie, surtout par la vie animale. La vie assimile profondément les qualités. Elle les attache fortement à la substance. Le rapprochement entre la nature d'un animal et la qualité naturelle est si direct qu'on peut, sous le couvert d'une idiosyncrasie, entériner les affirmations les plus saugrenues. En 1772, Dubois, dans son tableau annuel de la physique, raconte ses observations sur Mignon, le perroquet de Madame X, électrisante zélée. Ouvrez les guillemets. Tous les animaux ont en partage une portion plus ou moins grande de cette vertu d'attraction. Et si elle est plus sensible dans les plumes de perroquet, c'est qu'il est d'une constitution plus sèche et plus convenable que les autres oiseaux. Une preuve bien sensible de cette proposition, c'est leur aversion naturelle pour boire. Souvent, elle est si forte qu'il ne leur faut que quelques gouttes d'eau pour les faire mourir. Monsieur Hartmann explique ce phénomène de la manière la plus ingénieuse. Le perroquet, dit-il, qui conserve toujours la quantité d'électricité qui lui est propre, ne peut manquer de se trouver mal lorsqu'il boit de l'eau, parce qu'alors il éprouve, par la combinaison de ces deux choses, une commotion, qui a beaucoup de rapport à l'expérience de Leyde. Fermez les guillemets. Ce n'est pas là une Vésanie isolée. Dans un énorme livre sur la baguette divinatoire, un auteur anonyme, qui est sans doute Touvenel, redit en 1781 la même chose et en tire des conséquences. Ouvrez les guillemets. On connaît des oiseaux, dans la classe des perroquets par exemple, qui sont éminemment électriques et qui ont une aversion naturelle pour l'eau, surtout pour la boire. Il est à présumer qu'il y a beaucoup d'autres animaux qui cherchent ou qui fuient l'eau et ses émanations d'après cette espèce de sens exquis pour le fluide électrique. Les hydrophobes ne sont peut-être tels que parce qu'ils sont, en effet, dans l'état de la plus vive électricité animale spontanée, reconnaissable par plusieurs symptômes. Fermez les guillemets.
et l'auteur y voit une explication des phénomènes présentés par le fameux sourcier Bleton. Les fausses sciences s'agglomèrent d'elles-mêmes. Bleton, docile à la physique du jour, cessait de réagir aux sources cachées dès qu'on mettait sous ses pieds des isoloirs de verre. De telles billevesées ne pourraient évidemment s'introduire dans un livre scientifique contemporain, fût-il d'une vulgarisation de très mauvais aloi. Mais au XVIIIe siècle, elles encombrent et entravent la culture. Il n'y a aucune hiérarchie dans la cité savante, tous les observateurs se déclarent égaux devant l'expérience. Tous les faits peuvent être cités comme autant d'anecdotes de la nature. Cet empirisme pulvérisé, cette expérience concrète, sans effort d'abstraction, accueille toutes les fantaisies individuelles. Il suffit de trouver une nature particulière, une activité substantielle, pour expliquer toutes les particularités de l'expérience, puis de proche en proche, tous les préjugés, tous les on-dit, toutes les folies de la sagesse des nations. 13. L'être humain est naturellement un facteur d'intériorisation privilégié. Il semble que l'homme puisse sentir et connaître directement les propriétés intimes de son être physique. L'obscurité du « je sens » prime la clarté du « je vois ». L'homme a conscience d'être, par son corps, saisi dans un vague sentiment, une substance. On va voir à quel niveau d'intimité substantielle l'abbé Berthelon, dont nous avons déjà noté la célébrité, explique l'action de l'électricité sur l'être humain, en 1786. Ouvrez les guillemets. Il n'est point de vérité mieux établie que celle de l'influence des passions sur la santé. Le désordre qu'elle porte dans l'économie animale est si connu par tant d'exemples que personne ne peut être tenté d'en douter. Ce serait donc point être déraisonnable pour diminuer l'effervescence du sang et le ton des ressorts de la machine entière que de recommander l'usage de l'électricité négative à ceux qui sont les victimes des passions violentes, qui agitent et déchirent le cœur de la plupart des hommes, au moins de ceux qui composent quelques classes brillantes de la société. Ce moyen, directement opposé à l'effet pernicieux des passions, serait bien propre à procurer le calme et la tranquillité, en diminuant cette tension nuisible que les agitations de l'âme n'occasionnent que trop souvent. Et, eu égard à la dépendance réciproque qui se trouve entre l'esprit et le corps, on affaiblirait le genre moral, en attaquant le genre physique. Tous ces moyens de conserver la santé suivent nécessairement des principes, les plus certains, et on ne peut, sans l'inconséquence la plus marquée, en contester l'efficacité. Fermez les guillemets. Une telle page nous semble très caractéristique de cet arrêt d'une pensée pré-scientifique qui s'accroche à des convergences verbales, renforcées d'impressions subjectives. Si l'on n'avait pas employé le mot agitation pour dépeindre les effets de la passion, on n'aurait pas proposé de les calmer par l'électricité. Si l'on n'avait pas employé le mot négatif pour désigner un aspect des phénomènes électriques, on n'aurait pas proposé l'électricité négative pour diminuer la tension trop grande dans l'âme. De toute évidence, dans cette page, la pensée de l'abbé Berthelon se déplace sur le plan linguistique. Les noms donnés à des phénomènes partiels, à des aspects tout particuliers de l'expérience, par convention ou par métaphore, deviennent des substantifs pleins, des mélanges chargés de substances. L'abbé Berthelon n'hésite pas à désigner électriquement les individus, à donner ainsi à la marque électrique un caractère foncier vraiment substantiel. Ouvrez les guillemets. Lorsqu'il s'agit de former ces liens de la nature, sans lesquels la société ne pourrait se perpétuer, on doit faire une attention toute particulière aux qualités électriques des tempéraments. Deux individus, en qui le fluide électrique abonde, jouiront d'une santé moins parfaite que si la constitution électrique de l'un des deux était faible. Il en est de même de deux tempéraments trop peu électriques, comparés à deux autres qui ont une vertu électrique inégale. Parce qu'il est nécessaire que le défaut de l'un soit détruit par l'excès de l'autre, la juste compensation, qui se fait dans ce dernier cas, même par la simple cohabitation, combat sans cesse le vice dominant du tempérament. Indépendamment de la santé que les individus acquièrent réciproquement par ce croisement électrique des races, l'État y gagne une population plus nombreuse et plus vigoureuse,
ainsi que l'observation le confirment tous les jours aux yeux du philosophe qui épie la nature, toujours admirable, jusque dans ses œuvres les plus communes. L'idée de richesse électrique, fermez les guillemets. L'idée de richesse électrique est donc prise ici comme une idée claire en soi, qui a une valeur explicative suffisante dans les domaines les plus variés. On retrouve presque mot pour mot, sous la plume de cet électricien, les banalités psychologiques qui ont encore cours sur l'utilité d'un contraste de caractère entre les époux. Faut-il en conclure une fois de plus que la psychologie littéraire de notre temps en est exactement au stade de la science électrique du XVIIIe siècle ? Elle aussi s'occupe plus volontiers des passions de ceux qui composent quelques classes brillantes de la société. Alors l'intimité est sans doute plus profonde. La riche personnalité reçoit les caractères les plus divers. On voit du reste que des intuitions substantialistes si faciles ne résolvent que de faux problèmes, aussi bien dans le domaine scientifique que dans le domaine de la psychologie littéraire.